Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, une question importante pour les années à venir, 2015 notamment, mais on en parle dès maintenant. Comment financer la collectivité unique? Vaste question. Pour répondre à cette question, nos trois invités, Fabien Canavi, conseiller général de Cayenne Sud et secrétaire adjoint du MDES. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Focus. Nestor Radiou, vous êtes mathématicien et économiste. Bonsoir. Bonsoir. Et Boris Chongsit, troisième vice-président de la région de Guyane. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau du Focus. Derrière cette question de finances, on va en parler bien sûr, on peut parler de mise en place aussi et de calendrier, parce que c'est toujours le problème. Si on ne met pas un calendrier en place, on a du mal à avancer. On en est où de ce fameux calendrier? Est-ce que les choses avancent normalement, Boris Chongsit? Eh bien, comme vous le savez, nous travaillons de concert avec le Conseil général et le Conseil régional pour que cette fusion qui a été décidée par les électeurs guyanais à l'occasion de la seconde consultation populaire de janvier 2010 puisse être mise en œuvre en temps utile, c'est-à-dire au 1er avril prochain, 2015, pardon. Donc les choses se sont accélérées à mesure que le temps avance et que nous avons l'intime conviction qu'il faut évidemment travailler pas à pas pour être prêt à ce rendez-vous institutionnel très important pour la Guyane. Le timing est bon, pas de retard sur le calendrier? On peut toujours faire mieux. Nous avons pris la tâche d'un cabinet extérieur qui nous aide à séquencer, si vous me permettez ce néologisme, l'avancée des travaux. Ce qui est positif, c'est l'harmonie qui existe aujourd'hui entre les services du Conseil général et du Conseil régional. Évidemment, il y a parfois quelques frictions et quelques tensions, mais globalement, les choses se passent de manière concertée et efficace. Alors, on parle de mise en place, avant de parler de finances. C'est vrai que cette question revient en permanence. Je voudrais qu'on en parle quand même ici, mais vraiment tranquillement. Plus on rassure les employés des deux collectivités, plus on a l'impression qu'il y a anguille sous roche. Dans tous les cas, est-ce que les CDD peuvent aller chercher du travail ailleurs? Est-ce qu'on peut répondre franchement à cette question? On a l'impression qu'on renvoie la balle, on dit pas vraiment les choses. Et puis on discute avec les gens du Conseil général, du Conseil régional également. Certains CDD se disent ça sera difficile pour moi. On peut répondre à cette question aujourd'hui? Non, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Vraiment? Non, vraiment, parce que aujourd'hui, eu égard aux compétences, en tout cas pour le Conseil général, eu égard aux compétences que nous devons assumer, nous sommes dans l'obligation parfois de compenser avec des contrats aidés, parce que justement nos effectifs ne suffisent pas. Nous sommes à 1700 contractuels et titulaires et à 400 contrats aidés qui ne sont pas utilisés à titre gratuit. Ils ont une fonction vraiment réelle parce que ça correspond à l'explosion démographique du département. Donc je doute qu'il y ait on fait une décision qui consisterait à dire aux gens on ne veut plus de vous. Les problèmes vont se poser très certainement sur les fonctions support, les marchés, les ressources humaines, les finances, très certainement sur des activités qui sont similaires, la gestion des collèges, la gestion des lycées, mais il y aura certainement peut-être une mobilité, d'où la nécessité d'avoir un très bon accompagnement humain, mais je doute que ça se traduise pour être franc, par des licenciements. Vous y croyez, Nestor Radiou? Écoutez, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut créer une collectivité unique pour le développement de la Guyane, je crois qu'il faut résoudre ce problème. Il faut assainir cette collectivité, donc il faut traiter du problème du personnel, en tous les cas, de la réduction drastique même du personnel. Cas par cas. Cas par cas, mais ça peut se faire sur le long terme. Ça dépend tout de l'objectif qu'on se fixe à long terme. Parce qu'il faut dégager, c'est un outil, au service du développement, il faut investir pour le développement, les infrastructures par exemple, et en même temps sur la population, donc la qualité des individus, santé, éducation, etc. Et également sur le social, donc l'assistance sur la solidarité, les inégalités. Donc vous voyez tout un champ. Faut-il encore avoir quel modèle administratif, d'organisation administrative qu'on met en place? Et ça va dépendre de ça. Donc pas d'inquiétude, Boris Chongsit? Non, les propos de M. Radiou pourraient inquiéter certains agents des collectivités quand il parle de réduction drastique. Ce qu'il faut dire, si on veut rester aujourd'hui très objectif, sans présumer de l'action politique de la future majorité de la collectivité unique, c'est que nous serons à droit constant, ce qui veut dire que les statuts qui existaient dans chacune des collectivités seront harmonisés puis repris par la collectivité unique. Le fait qu'il y ait le passage des deux collectivités à une collectivité nouvelle fusionnée n'aboutira pas à des modifications contractuelles. Voilà, en tout cas, vous avez été assez clair sur cette question. Ceci dit, c'est la première fois que les choses sont aussi claires. C'était flou des fois. Vous dites que l'addition du budget des deux collectivités ne suffira pas.
Comment on fait? Alors ce constat-là, c'est un constat qui est éminemment politique. Depuis longtemps, les élus de Guyane, qui évidemment m'ont précédé, puisque je suis un jeune élu depuis 2008 à Cayenne et 2010 à la région, ont fait ce constat assez simple qui est de se dire que l'addition des dotations du Conseil général et du Conseil régional, dotations au sens large du terme, je parle des budgets, serait insuffisant à assumer les défis de la collectivité unique de Guyane. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment la mauvaise prise en compte par l'INSEE. J'emploie le mot mauvaise parce que nous savons très bien que les critères d'évaluation des populations en Guyane tels qu'ils sont pratiqués au regard des filtres... C'est pas la réalité. Exactement. Les outils sont pas très adaptés, ce qui impacte directement sur la dotation globale de fonctionnement de chacune des collectivités. Et puis, si l'on veut faire simple, la collectivité unique de Guyane peut être aussi un rendez-vous politique et institutionnel pour que nous puissions mettre à plat beaucoup de systèmes dérogatoires qui impactent négativement sur les financements de nos collectivités locales. Il y a plusieurs exemples qui peuvent être pris en compte sur l'octroi de mer notamment, sur le foncier de l'État non concédé, non exploité qui ne rapporte pas de fiscalité au profit des collectivités territoriales et bien d'autres systèmes dérogatoires, le plafonnement superficiaire des communes qui fait que nous avons de grandes communes et nous ne bénéficions pas de la même péréquation que celle de métropole. Toutes ces dérogations qui sont toutes défavorablement instituées au détriment de la Guyane devraient être mises à plat. C'est un combat politique que nous menons en tout cas. Donc ce sont les discussions que vous avez dans, j'imagine, différentes commissions. Monsieur Canavi? Non, la position du Conseil général sur la question, en tout cas de l'exécutif départemental, elle est claire. La population a fait le choix d'aller vers une collectivité unique dans le cadre de l'article 73. Il avait été clairement dit que l'article 73, c'est l'identité législative. Donc, c'est-à-dire que les textes s'applique de façon identique dans la Creuse comme en Guyane. Donc aujourd'hui, et je pense que là, Boris Chonxit a tort de se plaindre, de penser qu'il y a des options qui vont s'ouvrir, nous devons assumer ce choix qui a été fait. Et malheureusement, parce que moi j'étais partisan de l'article 74, qui nous donnait beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de marge de manœuvre pour opérer sur le déverrouillage des éléments normatifs, notamment de la norme, qui nous bloquent aujourd'hui. Je prends l'exemple du carburant parce que c'est un exemple qui fait l'actualité. Sur la question du foncier, on voit bien que à l'époque on nous a dit mais oui, mais il y a les habilitations, on va demander des habilitations. Mais aujourd'hui, 18 mois depuis que le nouvel exécutif est en place au Conseil régional, donc maintenant depuis 3 ans, je ne vois pas d'habilitation pour le Conseil régional pour intervenir avec plus de marge de manœuvre. Donc, les choses sont biaisées. Nous avons un rapport avec les autorités centrales qui nous place systématiquement en situation de demande. Nous avons, là je fais une petite parenthèse pour prendre la casquette du MDES, nous disons nous MDES qu'on fait de nous des mendiants assis sur un tas d'or, et je doute qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce dispositif d'identité législative, dans le contexte aujourd'hui de crise budgétaire et financière, que nous puissions avoir des crédits supplémentaires. Je rappelle, et Boris Chonxit a été témoin, qu'en novembre 2011 ou 2010 même, nous avons rencontré Mme Pinchard pour lui dire que la nouvelle collectivité devrait avoir, au moins pour la première mandature, donc les 5 premières années, une dotation exceptionnelle pour pouvoir assumer les charges nouvelles qui pourraient surgir. Et Madame Péchard n'est plus là et le problème est encore présent. D'accord, le problème perdure. Nestor Radiou, 2 positions quelque part. On va essayer de trouver de l'argent ici et là parce qu'il faut avoir des idées nouvelles. Impossible parce qu'on est dans un cadre précis, Nestor Radiou. Tout à fait. Ce qui a dit la balance va vers qui là? Les deux. Les deux ont raison. Effectivement, les besoins de la Guyane sont énormes. Les ressources insuffisantes, les ressources notamment en termes de dotation d'une part, pour un certain nombre de critères, ce qu'a dit M. Chonxit, d'exemple. En même temps, on n'a pas assez de moyens de latitude de gouvernance, ce qu'a dit M. Ceci étant, si on avait opté pour le 74, on aurait eu éventuellement une réduction des ressources, surtout à l'heure actuelle, puisque vous savez que la raréfaction des budgétaires au niveau national posera face à une répercussion sur les collectivités territoriales. Et ensuite, on n'a pas d'activité, on ne crée pas suffisamment de richesse. L'activité économique
est très souvent virtuelle ou sont des transferts. Donc, où est-ce qu'on prend Et par l'argent? conséquent, on ne peut pas prendre l'argent au niveau de l'activité économique suffisamment. Bon, soyons clairs, pour financer cette nouvelle collectivité, il faut des nouvelles taxes quelque part. Pas nécessairement. Il faut d'abord minimiser, je dis bien les dépenses, et maximiser les ressources. C'est déjà à dégager un certain nombre de ressources supplémentaires, ne serait-ce qu'en s'orientant vers la modernité, c'est-à-dire les administrations électroniques, ce qui veut dire que faire d'une collectivité ultramoderne, ça veut dire aussi, et c'est vrai, qu'il y a une réduction du personnel, mais ce personnel, attention, il faudrait que l'État intervienne, qu'on puisse créer une structure où ce personnel irait et progressivement, on le ferait aller dans les activités. Donc c'est votre vision. C'est une solution. D'économiste. Dites-nous, Boris. Moi, je ne partage absolument pas le fatalisme de M. Canavi. J'avoue que je ne comprends pas très bien l'idée que selon l'arbitrage qui était fait sur le 73-74, nous n'aurions plus qu'à s'asseoir sur une pierre et à pleurer. Tout ce dont je parlais des systèmes dérogatoires préexistait à la création de la collectivité unique. C'était des systèmes qui sont anciens, qui résultent soit de la loi, soit de décret. Et moi, ce que je dis, c'est que ce rendez-vous institutionnel-là doit être l'occasion de rediscuter avec l'État de ces systèmes dérogatoires. Ce n'est pas évidemment les seules sources possibles de financement, mais ce sont des sources possibles qui peuvent s'arbitrer indépendamment du 73 ou du 74. Quand vous avez 28 millions d'octrois de mer qui sont perçus au bénéfice du département au préjudice des communes, 27 millions, c'est pas l'octroi, c'est pas le 73 ou 74. Le fait que le foncier appartienne à l'État, ça préexistait au débat du 73-74. Donc c'est pas, me semble-t-il, une approche objectif de la situation que de dire vous avez fait le choix du 73, débrouillez-vous. Moi en tout cas c'est pas du tout circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas du tout l'action dans laquelle nous menons nous, qui avions porté à la fois le débat pour le 73 et le débat pour la collectivité unique. Nous considérons que c'est un moyen qui permet d'harmoniser l'action publique, d'éviter que la politique ne s'installe évidemment dans les arbitrages qui peuvent être faits. Un exemple. Où est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent? Un seul exemple. Il y a toujours, alors, on est certes dans le 73, mais il y a toujours des moyens d'action, notamment sur la fiscalité. On parlait des habilitations, on nous a dit qu'on n'en a pas fait, mais vous savez, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un débat, un processus parlementaire. Il faut que ce soit inscrit à l'ordre du jour. Nous n'avons plus, aujourd'hui, vous le savez, nous étions sous la majorité dite du président Sarkozy. Aujourd'hui, nous sommes à gauche, au niveau national. Donc, il y a des choses qui doivent être mises en place. Mais vous savez, aujourd'hui, nous nous concentrons vraiment sur la mise en place, l'architecture de la collectivité unique. Nous avons beaucoup de pistes sur les financements possibles. J'ai parlé des systèmes dérogatoires, mais c'est pas simplement cela. L'exploitation de nos ressources. Aurifères? Oui, notamment, mais qui peuvent s'arbitrer indépendamment de seul débat sur la collectivité unique, qui s'inscrit dans le débat du positionnement de la Guyane face à ses ressources. Alors, on pourra nous dire, si vous avez fait du 74, vous auriez pu tout avoir, ce que je ne crois pas. Les moyens d'action sont possibles à la fois dans les deux systèmes. Le choix que nous avions fait, on ne va pas refaire le débat. Plus autonome pour aller plus vite, peut-être. Dans le 74. On a toujours dit que c'était un premier pas. L'idée, vous savez, il n'y a pas d'arbitrage idéologique tranché. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à terme, le 74 pourrait être une bonne solution. D'accord, très bien. Fabien Canavi, Nestor Adjou. Oui. Je crois que si on veut vraiment apporter des réponses à ce problème, c'est-à-dire faire une collectivité qui soit efficiente, c'est-à-dire qui réponde à ses objectifs, à sa mission, notamment celle du développement et de la cohésion sociale, il faut prendre le problème de fond. Il faut d'abord réfléchir sur quel type d'organisation qu'il faut mettre en place et quelles sont les missions. Moi, je suis plutôt pour une organisation ils ont déjà bien avancé là-dessus. D'externalité, c'est-à-dire qui permettent d'injecter de l'argent qui vient notamment des dotations et des fiscalités dans les activités pour création d'activités et d'emplois, et à partir de là, donc, de recettes fiscales nouvelles. À partir de là, il faut, ce qui veut dire qu'il faut assainir ces structures, parce qu'on parle comme ça. Avant de faire ça, il faut bien, la fusion, qu'est-ce qu'elle va pas? Il y a effectivement des fonctions redondantes. Donc il faut les traiter, les a-t-on traitées, il faut harmoniser. Au départ, on ne peut pas, les droits acquis vont faire que les dépenses soient augmentées, ne serait-ce du point de vue de masse salariale, parce qu'il faudra ajuster vers le haut. En même temps, il y a des redondances sur un certain nombre de choses, donc il y aura aussi des économies, donc c'est tout ça qu'il faut analyser très attentivement au départ. Dans les commissions, j'imagine que toutes ces choses-là sont analysées. Après, bien sûr, mais je vais prendre deux exemples pour illustrer que, pour montrer que ce que dit M. Radiou est quand même difficile à faire. Je prends sur deux compétences du département. Allons-y. Sur les assistants familiaux. C'est la loi, ce sont les règlements qui disent qu'une assistante familiale doit avoir au maximum 3 enfants en garde. Nous avons des assistantes familiales qui ont 8 enfants placés. Parce que quand il y a un problème, d'accord, pour un jeune en difficulté, il y a une ordonnance du juge et il faut exécuter. Donc il faut placer cet enfant rapidement.
et on les place chez des gens qui ont les compétences. Donc aujourd'hui, ça explose et le budget du département est très fortement impacté par cette question de l'enfance en danger parce que nous sommes dans un contexte, d'accord, en Guyane qui est différent d'autres départements qui font que nous avons des obligations. Je prends un autre exemple, les collèges. Nous avons une démographie, nous avons beaucoup de jeunes. Dans ces collèges-là, non seulement il faut construire les murs, mais il faut mettre des personnels TOS au sein de ces collèges-là. Et quand vous avez, nous ouvrons des écoles, des établissements scolaires, et il faut du personnel pour aller dans ces établissements scolaires. Donc on va faire des réductions drastiques d'effectifs, alors qu'on voit bien que le besoin augmente par rapport à la réalité de notre territoire. Alors, quand je parlais des marges de manœuvre, aujourd'hui, je prends l'exemple du carburant, nous payons, chaque fois que nous faisons un plein, à chaque litre que le pompiste met dans votre voiture, vous payez 20 centimes à la SARA, vous vous donnez 20 centimes à la SARA, 20 centimes d'euros. Or, il faut savoir que le carburant à Trinidad, qui a 2 jours de navigation de notre territoire, est à moins de 40 centimes d'euros le litre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plutôt que de subventionner la SARA, si nous avions des marges de manœuvre dont je parlais dans le cadre de l'article 74, parce qu'on nous place des normes qui évoluent d'année en année, donc on va passer à la norme Euro 6, Trinidad est à la norme Euro 4, donc on sera toujours amandier la dérogation, alors que si nous pouvions dire, écoutez, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas dans la même catégorie que l'Europe, donc vous ne pouvez pas nous faire courir dans la même catégorie, donc permettez que nous puissions assumer à notre rythme notre développement, nous serions allés à 2 jours de navigation chercher notre carburant. Et puis dernier exemple que je prends, allez-y vite, je vais très rapidement, c'est celui de la fiscalisation du spatial. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire on va taxer la base spatiale qui est en Guyane et qui est en compétition avec d'autres bases de lancement, mais pourquoi c'est la Guyane seule qui supporte le poids de l'exonération de la base spatiale? Pourquoi cette exonération n'est pas supportée par le budget national? Pour dire, il y a un manque à gagner qui couvre tant de millions d'euros, le budget national doit compenser au titre du budget guyanais. Je sais que Nestor Radiou voulait rebondir là-dessus. Boris Chanxit aussi rapidement. Et puis j'ai une question. Le principe de réalité nous rattrape par rapport au budget contraint au niveau national. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'idée d'une compensation, comme le propose M. Canavi sur le spatial, qui résulte d'une convention européenne, qui ne pourrait même pas se régler au sein de la France par rapport à ce déficit fiscal-là, puisque sauf compensation, je parle du mécanisme d'exonération, il résulte d'un traité européen. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait demander au budget national, on peut le demander, mais on l'aura pas. On n'aura pas pourquoi? Parce que les arbitrages budgétaires sont tels aujourd'hui que le principe de réalité nous laisse peu de marge de manœuvre sur ce terrain-là. C'est une quête politique auquel on peut tous s'associer. La superficielle, ça va être la même chose. Mais de fait, pas forcément. Pourquoi je dis cela? François Hollande veut faire des économies, il cherche de l'argent aussi. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, important, quand je parlais, vous parlez d'identité législative, vous avez raison, c'est 73. Justement, quand nous plaidons pour la mise à plat des systèmes dérogatoires, c'est dans le cadre de l'identité législative, que tous ces systèmes qui n'existent pas en métropole et qui grèvent les finances des collectivités locales de Guyane soient mis à plat. Vous voyez, donc, dans l'identité législative, vous enlevez ce qui est dérogatoire pour revenir justement dans une identité législative pleine et entière. L'on sait très bien, puisque l'on peut le chiffrer, que tous ces systèmes dérogatoires pèse lourdement sur le finance à la fois du Conseil général et du Conseil régional. Donc là, on peut être typiquement dans le 73 et mener un combat politique pour augmenter nos ressources. Et puis, vous savez, revenir à la charge sur les 40%. Vous savez, les droits acquis en matière sociale sont compliqués à bouger dans ce pays. Et puis, il y a aussi une grande discussion que l'on a à l'occasion aujourd'hui de la refonte de l'octroi de mer dans sa dernière version. C'est de savoir si et c'est un débat qui est politique, qui peut être ouvert, étendre l'octroi de mer aux services, par exemple. Vous voyez, pour faire rentrer des recettes fiscales supplémentaires. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'en pense M. Rajou, sans parler de TVA, parler d'un octroi de mer étendu aux services. Nestor Radiou. Les recettes fiscales dépendent de l'activité économique, de l'importance de l'activité et par conséquent de la création de richesse et de la croissance. Non, il faut qu'on vienne. On n'en a pas. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Il y a des sources de financement, des potentiels, par exemple. Vous avez l'air sceptique, Nestor. Par exemple, non, je ne suis pas sceptique. Je dis tout simplement que tout dépend. Je ne suis pas dans les secrets. Oui, non, bien sûr, on parle de notre pays. Je dis tout simplement que ce que j'ai comme information, à partir de ce que j'ai comme information. Prenons un exemple. Le foncier privé, je parle, est de l'ordre de 7400 km, 3 fois plus que la superficie de l'île de la Réunion. Privé, hein? Pardon? Privé. Privé, je parle. Foncier privé. Donc, quand on a retiré l'État, quand on a retiré les collectivités, etc. Il reste. Et ce foncier ne rapporte strictement rien. Il est gelé. Voilà une source.
une autre source, c'est-à-dire au-delà même de Il y a l'État. la taxe sur le foncier non bâti. Oui, mais c'est minime. Est-ce que vous savez que la base fiscale est 10 fois plus importante à La Réunion que celle sur le foncier régulier? Donc, vous voyez. Parce que les gens peut-être construits sur ce foncier. Bon, non, ou c'est gelé, ou parce que s'il y a un problème de propriété, bon, pas mal de problèmes de cadastre. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi une réforme de la fiscalité. Je crois que c'est le moment de mettre en place une grande réflexion en Guyane sur quelle fiscalité il faudrait pour la Guyane. Ça aussi. Autre chose. Hein, il y a deux possibilités. Il faut savoir qu'il y a d'énormes inégalités. Les revenus sont les revenus moyens nets des cadres, des fonctions intermédiaires, etc., sont supérieurs à ceux de la France. Voilà. Deuxièmement, Mais là, il y a des M. sources. Radio a mis du Et donc, doigt vous proposez sur quoi? Non, quelque non, chose je dis d'important. simplement, Alors, il faut vous proposez revoir quoi? le problème de la redistribution des revenus. D'accord. Donc, il y a énormément de choses à voir parce qu'il y a très peu finalement qui paient des impôts et que d'autres, et une masse qui ne paie pas, alors qu'une grande partie On a bien des compris. ressources. C'est-à-dire, il y a énormément d'argent mal distribué et qu'il faut revoir ce problème de la redistribution des revenus en particulier. D'où les commissions, d'où Moi, et je vos suis- réunions. hein. Je suis surpris, agréablement surpris de voir que M. Rajou veut jouer à Robin des Bois, mais il a tout à fait raison. Il y a une réalité qui est extrêmement dangereuse en Guyane, c'est que effectivement il y a des situations de richesse importantes, mais la grande pauvreté est en train de se développer. Et beaucoup de désordres sociaux que nous rencontrons aujourd'hui en Guyane et partout en Guyane sont liés à cette accentuation de la pauvreté. Et il y a des Nestor Adjou et ensuite Boris Chanksit. Et ensuite on conclut. Oui, non, mais ça, c'est un état de fait qui n'est pas contestable. Mais je ne crois pas que ce soit la collectivité unique qui en soit ni la cause, ni en puisse être la solution par rapport au tissu économique qui est le nôtre. Quand je parlais de réflexion, notamment sur l'octroi de mer étendu au service, c'est l'idée que l'on a bien conscience qu'à la mesure de l'accroissement de notre population, qui notamment dans l'Ouest va être exponentielle, l'est déjà. L'on dit, les projectionnistes disent qu'en 2030, 2040, Saint-Laurent pourrait être la première commune de Guyane. Donc les besoins en termes d'infrastructures notamment seront très importants. Il faudra, puisque l'on sait très bien qu'au niveau national les budgets sont contraints, qu'avec l'élargissement de l'Union européenne, nous rentrons en compétition, nous qui étions des régions dites ultra-périphériques avec des pays émergents qui ont des besoins de financement qui ont l'écoute de Bruxelles, eh bien être innovant. Alors, je veux pas qu'on refasse le débat 73-74, il a déjà été arbitré, Ça puis y est, ce serait un peu long pour... C'est fait. Pas aujourd'hui. Mais l'on sait très bien notamment quand nous faisons part du fait que le système dérogatoire par rapport au foncier de l'État, non exploité, non concédé, qui ne rapporte rien et qui occupe une grande partie du territoire. Pas tant que ça. Pesons, si vous savez, on a fait des projections, pesons pour que tous ces systèmes dérogatoires, j'insiste, eh bien, soient remis à plat. C'est une bonne ouverture dans le cas de l'identité législative qui peuvent permettre d'ouvrir les recettes. Et puis, dépendons aussi un peu de nous-mêmes, même dans le cas du 73, par rapport notamment à une fiscalité qui... J'ai presque envie de dire que l'État a organisé Allez. son insolvabilité parce que par la création du parc, c'est un établissement public, donc le foncier du parc est exonéré, et les forêts aménagées, dans la mesure où ce sont des forêts aménagées justement, sont exonérées. Donc je pense qu'il y a très peu de marge de manœuvre sur la question du foncier. Je vous pose une dernière question. Promettez-moi d'avoir des réponses courtes, sinon je ne la pose pas. Ça sera court. Nestor Adjou, oui. Oui. Très court. D'accord pour revoir l'expression dérogatoire, Oui. mais aussi il faut revoir la fiscalité et surtout la création de richesse. Si on n'a pas de création de richesse, si on ne impulse pas un développement, la Guyane va toujours rester face à un mur. Et je crois qu'il faut saisir la revision de la fiscalité en France pour qu'on puisse nous-mêmes puissions réfléchir et faire des propositions au niveau national. Merci Nestor Adjou. La dernière question. Le problème d'une direction à deux chefs, c'est réglé? C'était réglé par la loi, en tout cas. En Guyane, nous avons un système qui est différent de celui de la vous convient? Martinique. En tout cas, nous, ça nous convient. C'est ce pour le coup. Ça ne nous convient pas. Voilà, les mêmes différences qui avaient eu lieu à l'occasion des Alors, consultations rapidement, pourquoi? populaires. Parce que une personne, et on le voit aujourd'hui, c'est très difficile pour une personne par rapport à l'immensité du territoire, les grands défis qui se posent aujourd'hui à nous, c'est difficile pour une personne d'avoir pendant un mandat une politique qui soit cohérente d'un bout à l'autre. Il faut quand même qu'une personne tranche. Il faut qu'une personne tranche, mais il faut qu'il y ait aussi cette alternative qui puisse à certains moments tirer la sonnette d'alarme. Allez, Nestor Adjou là-dessus, sur cette question. Il y a trois positions. Soit on reste tel quel avec une assemblée qui est donc une politique commune, avec deux structures différentes, administrativement, soit on fait la fusion. Je
pense que c'est sur ce cas, Oui. qu'on fait, soit on utilise effectivement l'opportunité de revoir complètement le système, je vous l'ai dit, et d'aller sur une structure hyper moderne et qui sera véritablement un moteur du développement de la Guyane et de création de richesse, et il va résoudre tous les problèmes. À chaque fois, vous le dites, mais il faut qu'on suive. Non, nous avons plaidé pour un fonctionnement de la collectivité unique de Guyane à l'instar de ce qui se passe au Conseil régional, c'est-à-dire que ceux qui président l'Assemblée plénière président également l'exécutif. Il n'y a pas de nous sommes assez satisfaits de l'action dynamique qui est menée par notre majorité. On en discutera à l'occasion des débats politiques. Ça démarre chez nous très bientôt. Voilà, et les électeurs trancheront comme toujours. Donc l'idée qui avait été soutenue à l'époque, il fallait une bicéphalité pour éviter une dérive dictatoriale, je n'y crois pas. Il y a l'équilibre des pouvoirs qui se fait au sein de l'Assemblée plénière avec l'opposition, le contrôle des médias, le contrôle de l'égalité. Tous ces contre-pouvoirs-là qui font que nous n'avons jamais redouté une dérive dictatoriale. Et puis vous savez, la meilleure sanction de ce travers-là, ce serait les élections et les urnes. Il y a une concentration. Il y a une concentration de pouvoir et pas de contre-pouvoir. C'est ça le problème. Et donc, possibilité d'accroissement des dérives. Il faut faire attention. Très bien. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Comment financer la collectivité unique? Vous imaginez, on a parlé aussi de son fonctionnement avec nos trois invités. Fabien Canavi, Nestor Adjou, Boris Chanksit. Merci d'avoir participé à ce débat sur le Focus Info. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Passez une excellente soirée sur ATG. 2 séries de bonnes suivies d'un téléfilm Babysitter et Haïti Newsweek. Allez, sans plus tarder, le journal de TF1. À demain.